Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'interview de Pierre Bance. Et donc, nous allons continuer, bien sûr, à l'interroger sur le Kurdistan, sur cette partie du nord de la Syrie, qui est en pleine évolution ou révolution démocratique. Et sans tarder, nous allons poser la première question. Donc, rebonjour Pierre. Donc, voilà, la première question. Alors, donc, nous avons abordé dans la première partie de l'interview des questions plutôt particulières, même si elles montraient comment s'intégrait, disons, que le contrat social dans la société. Et par contre, pour revenir à la démocratie, donc, il existe le TEFDEM, alors, qui est une association de différentes composantes de la société civile. Il y a le Parti de l'Union démocratique, le PID, et en fait, comment s'articule la gestion, disons, de cette région, ainsi que des territoires libérés, et est-ce que des élections vont avoir lieu? On en a parlé tout à l'heure, mais quel est le schéma futur prévu et comment on s'organise, en fait, la gestion? Qui intervient quand il y a un problème dans les territoires libérés? Est-ce qu'il y a des délégations qui sont en place dans certains territoires? Enfin, comment exactement cela se passe à ce niveau-là? Alors, dans chaque... la fédération est composée donc, de 3 régions à dominante kurde et de 4 régions à dominante arabe. Chaque région kurde est divisée en cantons. Les régions arabes, c'est plus compliqué. On ne va pas entrer dans les détails. Mais à chaque structure, donc la commune, le district ou la grande ville, le canton, la région et la fédération. D'accord. À chacun de ces niveaux, il y a une assemblée et un conseil exécutif. Donc les 2 centres de décision sont quand même la région et la fédération pour les affaires générales, on va dire. Ces assemblées, comme je l'ai dit la fois précédente, n'ont pas été élues. C'est des assemblées qui fonctionnent sur le consensus. Alors, elles s'appellent des assemblées et elles ont un conseil exécutif. D'accord. Et toujours géré en mixité, quoi, comme on a dit. Alors, qui tient le conseil exécutif. Normalement, elles sont autonomes, ces régions. D'ailleurs, au niveau l'autonomie, elle se joue beaucoup au niveau de la région. Donc, dans chaque région, le conseil exécutif, donc je mets entre guillemets, c'est un gouvernement. Ils veulent être un gouvernement, mais de fait, ils gouvernent. Et ils essaient d'organiser, au niveau fédéral c'est pareil, donc ils essaient avec les organisations civiles, donc tu as parlé du TEFDEM tout à l'heure. Alors le TEFDEM, ça existe dans les régions du Rojava, mais pas dans les régions arabes, pas encore, il n'y a pas l'équivalent. Donc le TEFDEM, c'est une plateforme politique qui réunit un peu tout le monde peut y aller. C'est-à-dire les associations, les partis politiques, même des individus peuvent adhérer à titre individuel. Les syndicats aussi, peut-être? Oui, les syndicats aussi, les groupes religieux, c'est complètement ouvert. Donc ça, c'est intéressant quand même. Oui, tout à fait, parce que ça permet à la société civile d'être représentée et puis de pouvoir discuter entre elles. C'est la grande assemblée populaire, en fin de compte. C'est ce qui devrait finalement remplacer le proto-gouvernement et le proto-État. D'accord, oui. Alors historique, ça a été fondé en 2011, les TEFDEM, donc ça date pas d'aujourd'hui. C'est inspiré d'un équivalent turc qui s'appelle le DTK. D'accord. Qui est aujourd'hui sous pression, avec beaucoup de ses dirigeants en prison, en Turquie. Donc cette plateforme, elle va collaborer avec le gouvernement, le pouvoir exécutif, pour mettre en place les décisions qui sont prises. D'accord. Alors, elles ont un rôle important dans la constitution des communes, évidemment. Puis d'autant plus... Elle-même être constituée, être considérée comme une commune au niveau local. Le groupement du TEFDEM, c'est la commune au niveau local. Alors, comme tu me l'as demandé tout à l'heure, il y a aussi un parti. C'est le PID. Le PYD, qui fait partie de l'Union démocratique.
démocratique. Alors là, c'est compliqué parce que le TEFDEM, en Syrie, il n'y avait pas de TEFDEM. Et c'est en 2011, c'est au moment de la révolution, donc, c'est le PYD qui a incité à la constitution de ces plateformes politiques. Déjà, on voit le rôle... le PYD a un rôle dirigeant. Alors on pourrait dire, là à nouveau, on voit des restes de marxisme, où le parti dirige tout. Bon, par contre, à la différence d'une constitution soviétique, il n'est pas dit dans le contrat social que le parti a un rôle dirigeant. Voilà, tout à fait. En fait, à la limite, son rôle normalement devrait s'éteindre, et puis un parti, dans une société telle que le contrat social voudrait l'élaborer, le parti devrait pratiquement être dissous au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est ça. Alors c'est ce qu'ils disent en fait. Ils disent, quand on leur objecte ce que je viens de dire, ils répondent non, on n'est pas un parti bolchevique, on n'est pas une avant-garde, on est un parti éducateur. Et si on crée le TEFDEM, on voit bien dans l'esprit du contrat social ce que ça veut dire. Ça veut dire que au fur et à mesure de la révolution, eh bien, on va disparaître en tant que tel, quoi. On n'a plus besoin de partir dans un système fédéraliste à tendance libertaire. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'aujourd'hui, sans le parti, rien ne tient debout. C'est comme ça. Alors ça nous plaît ou ça nous plaît pas, mais si le parti disparaît, c'est la fin de la révolution, c'est lui qui fournit les dirigeants, c'est lui qui fournit les militants, donc c'est comme ça. Il faut de toute façon, je pense effectivement, il faut toujours, on va pas dire une tête pensante, mais il faut une organisation qui puisse diriger, disons, la révolution, mais aussi sache jusqu'à quel moment elle doit se retirer, en fait. Oui, donc c'est la question. Est-ce que ce qu'ils nous disent, c'est une sorte de baratin politique, ou est-ce qu'effectivement ils en ont l'intention? Moi, je pense qu'ils en ont l'intention, mais les organisations ont leur propre logique et parfois elles échappent à leurs dirigeants. Non, on peut jamais lâcher l'État, on pourra jamais le lâcher. On a toujours une raison de ne pas le lâcher, ce qui fait que ça perdure et que ça se transforme en URSS. Il est certain aussi que si les élections avaient lieu, donc ça donnerait quand même une légitimité plus importante au TEFDEM, aux représentants qui seraient élus directement par la population face au parti finalement. Alors c'est compliqué parce que si tu veux, si on fait des élections telles qu'elles sont prévues dans le contrat social, donc 60% d'élections directes, dans ce système électoral, les communes disparaissent. Dans le système fédéraliste qu'on imagine, l'Assemblée serait constituée non pas par un système représentatif, mais par un système de démocratie directe où les délégués seraient élus, révocables à tout moment, ils auraient un mandat dans l'Assemblée, l'Assemblée même ne serait pas forcément permanente, comme au Chiapas. Donc là, les élections nous font quand même retomber dans un système de démocratie représentative, ce qui n'est pas le but. Oui, d'accord. Alors des élections, il y en a eu au niveau des districts et des cantons en 2017. Elles se sont déroulées démocratiquement, donc 60% au suffrage direct et 40% par les institutions. Le TEFDEM, disons, pour simplifier, mais c'est plus compliqué que ça. Donc il y avait des observateurs étrangers, il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Les élections, elles devaient avoir lieu début 2018 au niveau des régions et de la fédération, mais la situation militaire ne l'a pas permis, ne permet toujours pas d'après eux. Alors, le PYD et ses partis alliés, parce qu'il y a plein de partis, il y a 25 partis, a raflé tous les postes, mais il faut dire que l'opposition, il y a
deux oppositions au Rojava. Il y a une opposition, on va l'appeler démocratique, qui accepte, qui reconnaît le système actuel, le pouvoir actuel, et il y a une opposition quasi factieuse qui est soutenue par les Turcs et le Kurdistan d'Irak, qui dit que le pouvoir actuel n'est pas légitime. Donc s'il n'est pas légitime, on ne se présente pas aux élections. D'accord. Et il rajoute, de toute façon, il ne nous laisserait pas nous présenter aux élections, ce qui est faux. Donc on ne peut pas savoir le rapport de force parce qu'il ne faut quand même pas sous-estimer la population, leur influence. Oui, tout à fait, c'est certain. On ne sait pas quelle est leur influence, mais elle n'est pas nulle. C'est pour ça, là, tu parlais tout à l'heure donc de parti éducateur en parlant du PID. Et justement, l'éducation, je pense, est un élément important dans la mise en place d'une future société libertaire. Mais alors, dans ce contexte-là, justement, de plusieurs ethnies, que je montrerai, et puis de religions vivant sur le même territoire. En fait, quelle conception éducative en fait a-t-il été pensée par le contrat social, justement, puisque disons l'éducation elle est à la fois politique, mais elle est aussi, on va dire, culturelle. Donc, alors bon, l'éducation elle est gratuite et obligatoire, comme chez nous. Bon, c'est pas dit que tous les enfants vont à l'école, mais comme on a dit, même il y a ce souci de veiller, et même pour les enfants qui travaillent, des aménagements ont été mis en place. Donc ça c'est déjà une chose. Alors la grande révolution dans l'éducation, notamment pour les Kurdes ou pour d'autres minorités de la Syrie, c'est que le contrat social reconnaît toutes les cultures, reconnaît toutes les langues et le droit à chaque groupe ethnique d'avoir un enseignement dans sa langue. D'accord. Et ça, pour les Kurdes, c'était fondamental. Parce qu'avant, la langue kurde et autres langues étaient interdites. Seule la langue arabe était autorisée. D'ailleurs, la Syrie, c'est la République arabe de Syrie. Oui, tout à fait. Donc, donc ça a été pour les gens. Alors là, je parle vraiment même les personnes peu instruites. Ça a été fondamental cette reconnaissance. Je pense que ça a beaucoup favorisé la possibilité de faire une révolution. Oui, ils ont eu un sentiment de liberté en pouvant parler leur propre langue, quoi. Oui. Alors donc maintenant dans les écoles, il y a trois langues principales. Il y a l'arabe, le syrien, l'arabe, le kurde et l'assyrien. C'est la langue des chrétiens en fait, qui sont enseignées et on doit pouvoir trouver, alors selon la répartition ethnique de la région. Oui, bien sûr, On doit pouvoir, quand il y a une certaine population, une certaine ethnie, elle doit pouvoir trouver un enseignement dans sa langue gratuitement. Tout en apprenant les autres langues, en fait. En apprenant les autres langues, s'il le souhaite. L'arabe est la langue qui permet à tous de s'entendre, parce que c'est c'était enseigné à tout le monde. Donc, et même encore aujourd'hui, les documents officiels, ils sont souvent en arabe. Et est-ce qu'on peut parler de pédagogie libertaire au niveau de l'enseignement, ou est-ce que, disons, c'est quelque chose d'assez commun comme l'école chez nous, quoi, en quelque sorte? Est-ce qu'il y a les deux? Est-ce qu'il y a un mélange en fait d'éducation libertaire avec une certaine autonomie au niveau de l'enseignement et une certaine dose imposée par le gouvernement, enfin, ou par le conseil exécutif? Alors, disons déjà que la principale difficulté, c'est de reconstruire des écoles, d'avoir des enseignants, et d'avoir des enseignants qui adhèrent au système, ce qui n'est pas forcément le cas. Tout à fait, oui. Moi, j'ai assisté à des leçons où Dieu revenait à toutes les trois phrases de l'enseignant. Donc, l'idée, c'est de faire, il ne parle pas d'enseignement libertaire, de
pédagogie libertaire, ils disent que l'enseignement doit se faire sur la base de l'observation, de la critique et de l'auto-administration, c'est-à-dire que les écoles doivent s'autogérer. D'accord, oui, donc c'est déjà un premier pas vers une certaine conception. Oui, maintenant, ils ne sont pas dans toutes les classes et dans toutes les écoles. Bien sûr, oui. Même quand on a des difficultés purement pratiques, quand on a réinstallé la possibilité d'un enseignement kurde, il n'y avait pas assez d'enseignants qui savaient parler le kurde. Il a fallu faire des formations aux enseignants kurdes qui connaissent le kurde. Ils connaissaient un kurde approximatif. C'est vrai qu'on imagine mal en fait la situation dans laquelle se trouvait le pays ou cette région-là au sortir de la guerre et puis tous les problèmes, disons, que ça posait, ne serait-ce qu'au niveau alimentaire, hygiène, etc. Donc c'est sûr que l'enseignement aussi le Rojava, quand même, on pouvait considérer une colonie intérieure de la Syrie, où on retrouve tous les critères de la colonie. Par exemple, donc on produisait du pétrole en Syrie, mais en Rojava, mais la raffinerie était en Syrie. On produisait du blé au Rojava, mais les minoteries étaient en Syrie. Les routes, elles étaient toujours du nord-sud, c'est-à-dire du Rojava vers la Syrie, mais jamais est-ouest, c'est-à-dire à l'intérieur des territoires kurdes. Donc c'était tout à fait une colonie. Donc ils le vivaient comme ça d'ailleurs, puisqu'on avait même retiré sous un prétexte la nationalité syrienne un certain nombre de Kurdes pour des raisons assez vaseuses. D'accord. Donc on va faire un petit intermède musical là, comme on a fait la prochaine fois en écoutant un extrait donc avec Koma Sisek. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur cet extrait? C'est comme les autres que tu as passés. C'est des chants à la gloire du PKK. D'accord. On n'en a pas parlé du PKK, mais il est toujours là. Et des martyrs et de la nécessité de continuer la révolution. Enfin, ce sont des chants révolutionnaire. Nous allons quand même les écouter.
Donc, nous reprenons donc notre conversation avec Pierre et j'avais donc une nouvelle question, bien entendu, à lui poser au sujet donc d'Abdullah Öcalan et de Murad Bookchin, puisque en fait, ce sont un peu les têtes pensantes ou disons les axes sur lesquels le contrat social a été élaboré. Et donc, Pierre, quel rôle en fait leurs écrits ont-ils joué et quelle influence en fait a pu prendre racine dans cette région du Kurdistan, parce que c'est quand même assez éloigné de tout, enfin éloigné de tout, mais malgré tout quoi. Comment la pensée libertaire est-elle parvenue jusqu'à là-bas finalement? Ici, on surestime l'importance de Murad Bookchin au Rojava. D'accord. Murad Bookchin, Ouais. en deux mots, c'est un philosophe Oui. américain qui est né en 1921, Ouais. qui est mort en 2006. C'est lui qui a théorisé l'écologie sociale Oui. pour la distinguer de l'écologie politique et qui a imaginé le municipalisme libertaire, donc un système communaliste. Oui. En fait, il a rien inventé, mais il a poursuivi la pensée anarchiste. Hein. Oui. Alors son influence au Rojava est très limitée parce que je pourrais dire que personne ne le connaît, Oui. à part quelques intellectuels. Oui. Mais On le connaît à travers Öcalan, en fin de compte, justement. d'accord, oui. Öcalan a dit que parmi ses inspirateurs, il y avait Murad Bookchin. C'est pour ça donc que le nom est revenu et puis. Oui, alors nous, ça nous arrange de dire ah oui, Murad Bookchin, donc ils ont une inspiration libertaire là-bas, mais dans le contrat social, il y a quelques références à l'écologie. Alors on sent bien que l'écologie c'est pas indifférent, au Rojava comme ailleurs, mais pas plus que dans d'autres pays. Oui. Compte. Nous, on a bien une charte de l'écologie annexée à notre constitution. Donc je crois qu'on faut pas trop fantasmer sur le municipalisme libertaire au Rojava. Oui, d'accord. Donc. Öcalan, c'est tout à fait différent. Öcalan, c'est le leader, le fondateur du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, dont le PYD est le parti frère, en fin de compte, en Syrie. Oui. Alors, si personne connaît Murad Bookchin, tout le monde connaît Öcalan. Oui. Il est influent en ce sens qu'il a élaboré une théorie qui est le confédéralisme démocratique. Donc, ce confédéralisme démocratique est venu remplacer l'idéologie marxiste-léniniste du PKK. Donc, le PKK a abandonné cette idéologie. Bon, il faudra l'expliquer. On n'a peut-être pas le temps. Et il l'a remplacé par le confédéralisme démocratique, donc qui est un système fédéraliste fondé sur la commune. Donc c'est en ça que le contrat social s'inspire d'Öcalan, sans jamais parler de confédéralisme démocratique. D'accord. Jamais on ne voit ce mot-là dans le contrat social. Il y a quand même, donc là une petite réserve idéologique peut-être pour pas trop marquer le lien avec le PKK. Mais quand on voit des défilés dans les rues des villes kurdes avec tous les drapeaux avec Öcalan en effigie, il n'y a pas de doute. Hein. Oui, ça. Donc, et ça va au-delà d'aspect législatif parce qu'il y a un culte de la personnalité qui est un peu gênant quand même. Oui, voilà, c'est peut-être un peu dangereux à ce point de vue-là qu'Öcalan soit considéré un petit peu comme le maître à penser et puis presque le dieu. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, donc c'est un peu gênant. Ça a des raisons historiques. Oui. Parce que disons qu'on pourrait dire que c'est le point où se fait l'unité des Kurdes. Oui. Donc il permet, sa référence permet de s'entendre, parce que les Kurdes sont très chamailleurs en fin de compte, de s'entendre et on ne discute pas sur le fait qu'Öcalan, c'est lui qui donne la voie à suivre.
Ouais. Mais en 2 mots, en fait, le PKK, est-ce qu'il a totalement abandonné ce communisme dur, pur et dur, ou est-ce qu'il reste encore une fraction de ce parti qui a élaboré une autre stratégie par rapport, en fait, à la Turquie, quoi. Alors, on veut pas... PKK avait dit le marxisme-léninisme, ça ne marche pas. Après l'écroulement du mur de Berlin, c'est pas la société qu'on voulait, et donc de toute façon ça marche pas. Et le nationalisme kurde, c'est pas une bonne idée. Refaire un État kurde, à quoi ça sert? Ça fait un État de plus, ça fait ces facteurs de guerre et intérieur et extérieur. Bon, je simplifie, je vais vite. Donc, ils ont imaginé ce système fédéraliste pour permettre aux différentes ethnies, car c'est toujours ce problème... de pouvoir travailler ensemble. Ce système fédéraliste qui permet, en fin de compte, de s'allier, de collaborer dans la paix. Donc, ça a impliqué évidemment un revirement de passer d'un parti stalinien à un parti entre guillemets libertaire. Voilà, c'est certain. Mais ça s'est pas fait sans heurts. Il y a même eu des batailles entre eux. Il y a eu des morts. D'ailleurs, dans ces textes, parfois Öcalan y revient en le regrettant, mais. Oui, bien sûr, certains sont accrochés à certaines idées et dont ils ne veulent pas en sortir, et donc effectivement ça peut créer de fortes tensions, quoi. Et il y en a qui n'ont pas fait ce virement au sein du PKK. Ben voilà, c'est ça, oui. Qui resterait bien sur une ligne communiste, liniste pure, notamment, je remarque ça, pas me faire des amis, mais je remarque ça dans la diaspora européenne. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs dans les diasporas. On a du mal à faire les changements intérieurs. Et donc justement, là, en parlant du PKK, Erdogan est intervenu là, dans le nord de l'Irak pour déloger les forces du PKK considérées comme terroristes. Alors. Donc, il y a la province autonome dont on a parlé qui existe là. Donc, est-ce qu'une réconciliation kurde est envisageable dans les 4 pays, donc l'Iran, la Syrie, la Turquie et puis l'Irak? Ou est-ce que, je veux dire, il n'y a pas de chance que tant les mentalités sont différentes et les objectifs également divergent, quoi. Donc... Il y a des tentatives, mais elles ont toutes échoué parce que, pour simplifier, il y a quand même 2 secteurs très opposés. C'est, on va dire, le PKK et le parti kurde d'Irak, le PDK. Qui est... C'est pas d'aujourd'hui et ça date pas de la révolution. Ça date depuis toujours, on va dire. Ces 2 partis ont été opposés. Aujourd'hui, le PDK d'Irak est soutenu par les Kurdes, grosso modo. Les Turcs, grosso modo. Donc, aucune entente n'est possible. Et on en est même parfois à risquer d'intervenir. Et d'ailleurs, le PKK accuse le PDK dans l'affaire dont tu parles, actuellement, la bataille qu'il y a actuellement dans le nord de l'Irak. Le PKK accuse le PDK de collaborer étroitement avec les Turcs contre eux. Oui, donc la situation est quand même assez compliquée et puis difficile donc à résoudre et à entamer une discussion saine entre les différentes composantes turques. Surtout que dans chacun donc les Kurdes sont répartis dans 4 pays. La Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, et que dans chacun de ces pays, il y a des représentants des différentes tendances. Par exemple, en Irak, ils craignent beaucoup l'influence du PKK. Bien sûr, Ils occupent une partie du nord, et il y a des partisans du PKK partout dans le Kurdistan d'Irak. Donc, c'est
c'est pas sur cette base que sera l'unité des Kurdes. Hein. Il y a trop d'opposition. Déjà, ils ont essayé au sein même de la Syrie, hein, donc on revient à notre sujet. Sans arrêt, ils essaient, faut qu'on fasse notre unité politique au sein du pays en essayant de réintégrer le PDK qui en a exclu, donc le parti pro-Irak, des Kurdes irakiens, de les réinsérer dans le système. Mais ils ont dit, mais vous pouvez ouvrir des bureaux politiques chez nous, vous pouvez vous présenter aux élections. Mais c'est très tendu. Oui, voilà. Les conceptions divergent totalement. Alors justement, oui. Alors donc, c'est sûr qu'une réunion du Kurdistan est presque illusoire, quoi. Mais il y a un autre problème donc qui se pose justement dans cette partie nord de la Syrie. Donc c'est avec l'intervention donc de l'armée turque. Hein. Et est-ce que ça risque de compromettre donc l'avenir du contrat social, l'avenir de l'élaboration donc d'une autonomie de cette région, ou est-ce que petit à petit la situation, disons, parce que là, les Kurdes sont soumis à, disons, n'ont plus aucun appui, ils n'ont plus d'appui occidental, enfin européen, américain, donc ils sont livrés à eux-mêmes et face à la Turquie. La Turquie, elle a envahi 3 fois une partie du Rojava et occupe 3 parties du Rojava. En 2016, soi-disant pour lutter contre l'État islamique, elle s'est installée dans une zone pour séparer les Kurdes entre eux d'ailleurs. Elle a envahi tout un canton, celui d'Afrin, en 2018, et en 2019, elle a envahi un territoire d'une centaine de kilomètres de long sur une trentaine de large. Ça fait une bande, un peu comme la bande de Gaza. Il est certain que militairement, les Kurdes ne peuvent pas rivaliser avec les Turcs, quoi. Hein, de toute façon, ils font pas le poids, quoi. Malgré toute leur détermination, ça ne suffit pas. C'est très compliqué, quoi. Ça ne suffit pas. Parce que leur grand problème, et à chaque fois pourquoi ils ont été vaincus, c'est qu'ils n'ont pas d'aviation. Ça, on peut le comprendre. Mais surtout, ils n'ont pas d'armes anti-aériennes. Donc les avions font ce qu'ils veulent, quoi. Oui, puis ils ont été abandonnés par les Occidentaux, donc c'est certain. Oui, ils ont été à Afrin, ils ont été trahis par les Russes. Qui les ont laissés complètement tomber alors qu'ils avaient une base. Donc, les Russes avaient une base à Afrin qui servait en quelque sorte de point de sécurité. Donc ils étaient là, les Turcs ne pouvaient pas venir. Ils se sont retirés de cette base et aussitôt les Turcs sont envahis. Quant aux Américains, c'est Trump. Qui a vraiment la trahison la plus dégueulasse qu'on puisse imaginer. Qui a laissé, donc c'était en 2019, qui a laissé envahir donc la bande dont je parlais tout à l'heure. Et aujourd'hui, la situation militaire est stable ou est-ce que les Turcs ont encore des vues d'aller plus loin ou est-ce que... Les Turcs ont pour vue d'anéantir les Kurdes. Oui, c'est ça, oui. Donc, partout où ils sont. S'ils le pouvaient, ils le feraient. Tout est possible, en fait. Hein. S'ils le pouvaient, ils le feraient. Là, ils font une guerre de basse intensité, c'est-à-dire qui consiste à bombarder la frontière tous les jours, les villages de frontaliers tous les jours, à partir des zones qu'ils occupent d'ailleurs, et de faire des infiltrations. Et ils se servent pour ça, ils vont pas eux-mêmes, ils se servent de Syriens, de milices syriennes plutôt islamiques. Oui, de groupuscules en fait extraits de l'État islamique. Des rebuts d'un peu des milices islamiques. Donc, si là ils n'osent pas entrer parce que les Russes ne les autorisent pas et les Américains non plus, il reste une petite base américaine en Syrie. Pour protéger les puits de pétrole, comme disait Trump. Donc là, s'ils n'ont pas l'autorisation des Russes et des Américains, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais si les autres lâchent les Kurdes, comme ils l'ont déjà fait, en 8 jours, l'affaire est réglée. Quoi. Enfin, on ne va pas parler de géopolitique, parce que là, c'est un peu complexe, et puis, mais il est certain,
je vois pas quand même les Russes ou les Américains lâcher comme ça cette région là-bas, d'autant plus que le régime syrien n'est pas encore bien réinstallé, et puis qu'est-ce que la Syrie va devenir. Donc il y a beaucoup disons, de questions qui se posent dans cette région là-bas, hein, avec plus l'Iran qui est à côté, enfin... Mais j'avais une autre question, une dernière question en quelque sorte. Donc, bon, quand tu as donc écrit ton livre et tu as mis la fascinante démocratie, en fait, j'y reviens là parce que c'est quand même fascinant en fait que dans cette situation-là, problématique à tout point de vue, des gens en fait, hein, des personnes, des êtres humains tente d'élaborer donc une société libertaire où chacun ait le droit de pouvoir s'exprimer, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa religion. Et je me demande finalement, comme au Chiapas finalement aussi, où donc il y a une autonomie, une région qui s'administre elle-même, comment dans un pays si paisible en fait comme le nôtre, donc une telle émancipation libertaire est-elle pratiquement interdite? Disons que je m'interroge, je ne vois même pas comment on pourrait envisager cette société-là chez nous, tant il me semble qu'il y a une volonté de tout cloisonner, de poser une chape de plomb sur toute initiative en fait libertaire ou même individuelle, hein, à part dans quelques îlots parsemés ici et là, quoi. Donc, est-ce que tu partages ce point de vue ou est-ce que tu penses qu'on peut quand même peut-être envisager un avenir plus radieux chez nous? Ou sous cet angle-là, quoi. En fait, ça serait quels enseignements on peut tirer du Rojava, en quoi ça nous intéresse, quoi. Voilà, en quelque sorte. Moi, j'y vois deux enseignements. Le premier, c'est que sans avoir constitué une organisation préalable, c'est-à-dire une organisation qui soit capable de répondre à l'événement, un événement comme les Gilets jaunes, par exemple, ça me paraît difficile de voir un changement. Le TEFDEM, en ça, est intéressant. Oui, c'est ça. Je pense que c'est effectivement un point d'appui essentiel. Hein, si on constituait chez nous, si on arrivait à constituer une fédération, une plateforme fédérative de ce type-là, quand il y a un événement, elle est capable de répondre. Hein. Quand elle a, avec ses sections locales, ses communes qu'elle a déjà élaborées. Elle pourrait répondre. On n'a pas ça déjà. Hein. Donc, quand il se passe un mouvement comme les Gilets jaunes, qui sont en fait pas organisés, il se passe rien. Enfin, en définitive, on sait que c'est formidable, mais en même temps, dès le début, on sait bien que ça va pas déboucher. Hein. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est la première question. Quel mode d'organisation il faudrait trouver ici? C'est le premier enseignement. Ils avaient une organisation, ils l'ont mise en place tout de suite. Ils ont été capables tout de suite de contrôler la zone du Rojava. Hein, quand ils l'ont contrôlé quand Assad a été obligé de retirer ses troupes parce que pour protéger Damas et les grandes villes. En disant aux Turcs, aux Kurdes, démerdez-vous. Hein. Comme ils savaient qu'ils n'aimaient pas beaucoup les Turcs, en même temps, ils savaient qu'ils ils contrôlaient la frontière. Enfin. Bref. Le deuxième point que l'on voit, que je trouve très intéressant, le plus intéressant au Rojava, c'est c'est quelles difficultés ils rencontrent pour abolir l'État ou au moins le réduire. C'est vraiment, on voit que là, c'est difficile de supprimer un État. Comment assurer le ravitaillement de la population, comment faire la reconstruction, comment organiser la santé. Le Conseil exécutif, même s'il ne veut pas être un gouvernement, il fonctionne comme un gouvernement. Oui, voilà, de toute façon. Donc, en disant qu'ils ne sont pas un gouvernement, on voit bien leur intention, mais ils pratiquent comme un gouvernement. Voilà, Et il y a des ministères qui ne veulent pas être des ministères, mais qui en sont. Hein. Oui, tout à fait. Il y a une police. Moi, j'ai fait un article là-dessus, sur le maintien de l'ordre
ordre en anarchie. Oui. Elle se distingue, elle essaie de se distinguer d'une police classique, mais c'est difficile dans le contexte. Bon, alors je le redis à nouveau, par contre sur le terrain puisqu'on parle de la police, sur le terrain des libertés publiques, des libertés fondamentales, je crois qu'elles sont respectées. On n'a pas de cas de torture, ils ont aboli la peine de mort, la police est quand même sous contrôle, une sorte de police municipale, si on veut une police citoyenne, qui contrôle la police militaire et la police professionnelle. Il se passe des choses là-bas. Oui, donc on peut envisager quand même quelque chose chez nous, mais il faudra un certain temps, une certaine évolution des esprits. Il faut un programme, quoi. Voilà, il faut un programme. Oui, parce que imaginons qu'on soit dans un événement révolutionnaire ici, comme en 68. Si on n'a pas un programme, même si le pouvoir était pris par le peuple, si on n'a pas un programme, s'il ne sait pas comment il va faire fonctionner les trains, comment il va assurer la santé, comment l'enseignement, s'il n'a pas quelque chose à proposer, l'État va renaître très vite. Ah oui, tout à fait, c'est certain. Un parti va prendre le dessus sur les autres. Oui, et puis automatiquement... Et puis reconstituer l'État, même un État démocratique, mais reconstituer un État. Donc, si on n'a pas un programme fédéraliste, libertaire, pour moi un peu libertaire, pour reprendre le contrôle, non pas de l'État, mais que les gens prennent le contrôle de la société, et sachent le moment venu ce qu'il faut faire, c'est pas possible. Et là, au Rojava, dans les endroits où il y avait formation politique, disons, les communes se sont constituées tout de suite. Mais ailleurs, il a fallu que le parti intervienne. Les communes, quoi. Les gars, faut faire votre commune, quoi. Donc déjà, ça part mal quand on dit aux gens, faut le faire, quoi. Oui, c'est certain. Donc bon, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine discussion. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place chez nous, et donc voilà. Bon, je pense que on n'a peut-être pas aborder l'ensemble des questions soulevées donc par ce livre, mais enfin, je pense que ça aura permis aux auditeurs de se faire une idée, et puis j'espère de vouloir aller plus avant en lisant ce livre. Donc, écoute, je te remercie beaucoup, Pierre, pour cette interview et d'avoir répondu à mes questions. C'est pas toujours facile comme ça de le faire par téléphone, et puis voilà. Mais c'est moi qui te remercie, au contraire, de faire connaître ce livre. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. D'accord, je suis très heureux aussi. Donc, pour finir, on va mettre une petite vidéo, donc encore avec un chant, donc Eftanin Guerilla, donc comme son nom l'indique. Ça dit bien ce que ça veut dire. Et donc, voilà, je te remercie, Pierre, et puis je remercie tous ceux qui nous écoutent. Et je vous dis donc à bientôt pour un autre numéro de Autres Paroles. سوزا چکدار شرمزین کر تو و آزادی گش کر سوزا چکدار شرمزین کر تو و آزادی گش کر هویا چکدار جیان خوش کر دلال آمده شر کر هویا چکدار جیان خوش کر دلال آمده شر کر هی 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 حفتانین خاکا جنگه بروی خواه حفت رنگه حفتانین خاکا جنگه بروی خواه حفت رنگه مزم بوی ناو دنگه ایرو بوی شرو جنگه مزم بوی ناو دنگه ایرو بوی شرو جنگه هی طاله هلدان دل رو کنه جبودو زیر زانه طاله هلدان دل رو کنه جبودو زیر زانه برهما بخچری بره دلدار شرو جنگه برهما بخچری بره دلدار شرو جنگه هی هی هی
حفتانین خاکا جنگه بروی خوا حفت رنگه حفتانین خاکا جنگه بروی خوا حفت رنگه مزم بوی ناو دنگه ایرو بوی شهر جنگه مزم بوی ناو دنگه ایرو بوی شهر جنگه هی کشتی دل دا ستران بوی دریای دلان کشتی دل دا ستران بوی دریای دلان کتی ناو جنگا گیران گیری لای کتکار مروان کتی ناو جنگا گیران گیری لای کتکار مروان هی 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 حفتانین خاکا جنگه بروی خوا حفت رنگه حفتانین خاکا جنگه بروی خوا حفت رنگه مزم بوی ناو دنگه ایرو بوی شهر جنگه مزم بوی ناو دنگه ایرو بوی شهر جنگه هی